et crypto-monnaies, dollars, etc., qui va s'allonger sur le comptoir d'État, disait Prévert. Le 9 avril, dans quelques jours, barrières tarifaires beaucoup plus élevées seront appliquées par l'Amérique, les USA de Trump, à une soixantaine de pays. Alors, il y avait l'écologie punitive, maintenant, il y a la douane punitive. Pourcentage de base de 10% s'additionne à la surtaxe pour tous ceux visés directement par les tarifs. Charles Gave, on en parlait, vous disiez, voilà, il y a la dette, il y a la défense, il y a effectivement la charge de la dette, je rappelle, 33 000 milliards de dollars, 33 trillions, plus intérêts. Donc, alors pourquoi cette décision spectaculaire, c'est le moins qu'on puisse dire? Eh bien, écoutez, je vais vous raconter l'histoire. Allez, on va prendre une société comme Apple. Oui. Des fleurons américains. Hein. Oui. Elle fait sa recherche et ce développement aux États-Unis. Puis ensuite, elle trouve des usines qu'elle possède pas, mais à qui elle donne ça en sous-traitance, qui va faire les téléphones. D'accord. En Chine. Et le téléphone en Chine, il coûte à peu près $100. Ah. Et ensuite, alors, aux États-Unis, il coûte $1000. Ah oui, d'accord. Différentiel intéressant, oui. C'est déjà pas mal. Donc, oui. Dans un pays normal, une société normale, les téléphones partiraient de Chine, ils iraient aux États-Unis. Apple gagnerait, mettons, $800 par téléphone, avec tous les frais. Et puis, il paierait 38% d'impôts, 32% d'impôts, 30% d'impôts au gouvernement américain. Ouais. C'est pas du tout ce qui se passe. Ce que fait Apple, c'est qu'ils ont établi une filiale en Irlande, qui achète les téléphones à 100 et qui les revend à 900 à la maison mère. Enfin, oui. Parce que les taux d'imposition en Irlande ne sont que de 4%. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, et c'est vrai de Microsoft, c'est vrai de toutes les grandes multinationales américaines, elles font toutes le même coup. C'est-à-dire qu'elles ne payent plus aucun impôt aux États-Unis. D'accord. Et donc, une grosse partie du manque à gagner fiscal des États-Unis, c'est que les sociétés se servent d'une loi qui est la loi de double imposition entre l'Irlande ou les Antilles néerlandaises, d'ailleurs, c'est pareil. Ouais. Et les États-Unis, pour ne pas payer d'impôts. Donc, ces sociétés gagnent de l'argent gros comme elles, en démarche pas possible, et payent des impôts nulle part. Et ce brave Trump, il va pas monter les impôts sur les sociétés américaines, parce que c'est pas la bonne idée, parce que il attraperait celle-là, mais il attraperait toutes les autres aussi, et les autres, elles n'ont rien fait de mal, si j'ose dire. Ouais. Je dis pas que c'est mal, c'est légal, hein. Oui, tout à fait. Donc, à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, je vais reprendre ma livre de chair, je vais augmenter les impôts sur tout ce qui est importé aux États-Unis. Si je mets les impôts sur les téléphones importés à 25%, je gagnerai à peu près ce que j'aurais fait si c'était venu directement. D'accord, oui. Il rattrape l'imposition irlandaise et le tour de main irlandais, quoi. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que va faire? Donc, vous avez des intellectuels profonds comme celui que vous avez cité au début, là, qui disent c'est le consommateur américain qui va payer. C'est vrai si c'était venu directement de la Chine mais là, ce qui va se passer, c'est qu'Apple va se poser un problème délicat. C'est est-ce que j'absorbe les 25% dans une marge de 80% ou est-ce que j'essaie de mettre mon téléphone à 1500 € ou à $1500? C'est sûr que non, ils vont l'absorber. Oui, ils vont pas hausser. C'est ça, parce que tout le monde dit oui, ça va être l'inflation, la récession, ça va être terrible et tout. Ça va faire baisser les marges de Microsoft, d'Amazon, il va reprendre une partie importante du pognon que ces gens-là ont détourné. C'est un abus, si j'ose dire, de ce qui s'est passé. Ces grandes sociétés multinationales américaines ont fait un abus d'intelligence comptable. Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'elles ne contribuent absolument plus aux dépenses communes des États-Unis. Elles se sont créées une espèce de monde où elles vendent partout, elles bénéficient de tous les avantages de tous les États, mais elles payent nulle part. C'est ça, aucun inconvénient, tous les avantages. C'est-à-dire que, voilà, le bénéfice est pour ma poche. On peut dire que la politique américaine, en particulier avec les démocrates, a été faite pour le bénéfice de Bill Gates. Oui, c'était... Ouais. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il rattrape ça.
Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir une baisse profonde des marges de toutes les sociétés que j'ai mentionnées, Amazon, Microsoft, tout ce que vous voulez, etc. Toutes celles qui ont ces accords de double imposition, elles vont prendre ça dans les dents. C'est-à-dire que leur cours de bourse va baisser, parce que elles seront pas rentables, mais il y en a d'États qui vont pas augmenter leur prix, parce que elles sont déjà à des niveaux de prix où il y aurait une certaine résistance du consommateur. Le débat, si vous voulez, pour ce brave Trump, c'est, vous savez, le fameux consommateur américain, on l'appelle un peu aux États-Unis Joe Sixpack, parce qu'il va, là, en général, ce qu'il fait, c'est qu'il s'achète, il regarde son match de football américain et il achète 6 bières en même temps. Le Joe Sixpack, C'est-à-dire, lui ne va pas, à votre avis, est-ce qu'il va être impacté ou au contraire? Il va rien voir du tout. Mais par contre, Bill Gates, c'est ça. Il va avoir le maximum. Il va ramasser une énorme claque. Donc, que fait Trump, c'est qu'il dit, puisque vous avez trouvé des moyens astucieux de ne pas payer, je ne peux pas changer les accords entre l'Irlande et les États-Unis parce que ça prend des années à négocier. Mais par contre, je peux récupérer ça, ou une partie importante, par l'intermédiaire des droits de douane. Il s'attaque aux recettes, de côté recettes, et il fait monter les recettes sur ceux qui, dans le fond, ne payent pas leur juste part. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors justement, Charles Gave, comment ça se passe? Parce que hier, on a tous vu, les télévisions du monde entier ont montré Trump avec sa liste. Alors, comment, c'est intéressant, à votre avis, dans son cerveau ou dans le cerveau de ses conseillers, Chine 34%, plus, je rappelle, ceux qui payent déjà, Union Européenne 20%, Vietnam 46%, Taïwan 32%, Royaume-Uni 10%, ça se passe comment? C'est à la louche, c'est au délit de faciès, à la tête du client ou pas du tout? Vous savez, 80 ou 90% des importations américaines doivent venir des 3 ou 4 plus gros exportateurs. Donc, vous avez le Mexique et le Canada qui sont traités à peu près convenablement. Là, ceux-là, parce qu'ils font partie du monde américain. Et puis les autres, on met 90% sur la Malaisie ou j'en sais rien. Mais il doit exporter quelques ananas, quoi. Je veux dire, c'est pas. Oui, c'est pas fondamental. En fait, vous dites, je tape sur tout le monde et vous tapez sur les GAFA. Voilà sur qui vous tapez. C'est les GAFA, c'est de récupérer, et il faut pas oublier que tous les GAFA étaient violemment contre Clinton. Trump. Trump, oui, c'est ça. D'accord. Ils ont fait campagne contre lui, parce qu'ils se rendaient bien compte que, si les républicains arrivaient, un de ces quatre, ils risquaient de se faire choper. Donc, c'est une affaire de recettes fiscales, avec un abus de droit qui a été fait par ces sociétés pour ne pas payer. Je vous signale que, par exemple, je crois que Microsoft, qui a un très gros marché en France, ne paye pas un sou d'impôt en France. D'accord, oui. Et donc, vous voulez dire, en fait, c'est un règlement de compte planétaire, mais en fait, entre Trump, l'administration Trump et les GAFAM, mais par cela, oui, mais alors, justement, parlons-en, l'Union Européenne, 20%. Alors, on apprend, vous savez que, là, aujourd'hui, le syndrome, le CAC 40 a perdu 2,15% dans les premiers échanges, la bourse de Paris-Francfort sont particulièrement affectées. Est-ce que c'est un coup de fièvre? En fait, ça rentre dans l'ordre ou dans le désordre, parce qu'on entend aussi... Ça dépend. Nous, en France, on a un coup de peau terrible, c'est qu'on a d'immenses sociétés qui produisent rien en France. Ah bon? Toutes de grandes sociétés industrielles, si vous voulez, les Schneider, les L'Oréal, les Air Liquide, etc., elles produisent partout, elles vendent partout. Donc, elles ont déjà plein d'usines aux États-Unis, et elles vont produire plus aux États-Unis, et ça leur fait ni chaud ni froid. D'accord. Mais prenez probablement BMW. BMW, c'est une société allemande. Ils ont établi des usines, si mes souvenirs sont exacts, quelque part assez importantes du côté d'Atlanta. Bon. Donc, elles devraient pouvoir faire monter en puissance leur BMW, ça va pas. Mais je crois pas que Mercedes, mais je peux me tromper, ait des usines aux États-Unis. Alors, pour Mercedes, ça va être un sale coup. C'est-à-dire que ce que Trump dit, c'est que si vous voulez, pour éviter ces avantages fiscaux indus que vous vous êtes attribués, si vous voulez vendre aux États-Unis, il faut que vous produisiez aux États-Unis. Oui, c'est ça le but.
Ouais. C'est ça le but. Et donc, encore une fois, s'il prend une position favorable à Joe Sixpack, il prend pas pour les... Mais ça veut dire aussi que ces espèces d'accords internationaux, tous ces trucs, c'est par là que passait toute la corruption. Comment ça? Si vous voulez, à partir du moment où vous avez une filiale qui gagne énormément d'argent en Irlande et que ou dans les Antilles néerlandaises pour toute une série de sociétés, c'est un argent qui est là, qui est pas vérifié par les auditeurs tellement bien aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une masse d'argent considérable de cash, et avec ça, vous pouvez par exemple racheter les titres de vos sociétés sur lesquels vous avez d'énormes stock options, et comme ça, vos petits-enfants n'auront jamais besoin de travailler. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Il y a quand même là-dedans une espèce de corruption de ce que j'appelle les mondialistes, qui est cachée avec le plus grand soin. C'est ça, et effectivement, d'ailleurs, beaucoup le présentent comme une espèce d'attaque aussi, enfin de réaction anti-mondialiste de Trump, dont on sait qu'il n'est pas un mondialiste déchaîné. Aussi curieux que ça paraisse, à mon avis, Trump, il est plutôt pour le libre-échange, mais pas pour le libre-échange qui est fait au profit des 0,1% de la population. Il faudrait que ce soit la population de base qui bénéficie Donc les gens qui vous disent que le niveau de vie a baissé aux États-Unis, c'est même pas certain, parce que s'il réussit à rétablir un semblant d'ordre budgétaire, les taux d'intérêt aux États-Unis ne vont pas monter, et du coup, le Joe Sixpack, il s'en portera mieux avec son hypothèque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc, encore une fois, il faut bien voir que on nous a présenté la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, sur lequel s'appuie le commerce international libre, comme étant ce que nous avons eu depuis 15 ans. On n'a pas eu ça depuis 15 ans. On a eu une espèce de manipulation des systèmes comptables pour permettre à un certain nombre de grandes sociétés d'avoir des rentabilités tout à fait exceptionnelles et qui étaient dues qu'à les... Donc et elles étaient devenues tellement grosses, ces sociétés, qu'elles mettaient en danger la souveraineté des États. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec la Standard Oil of New Jersey quand les Rockefeller dominaient le monde de l'énergie. On l'a cassé. Donc aujourd'hui, vous avez une réaction des pouvoirs politiques contre ces pouvoirs économiques qui avaient outrepassé leurs limites. D'accord. Alors Charles, de ce point de vue, quelle peut être la réaction? Parce qu'il y a aussi, on entend des gens disant, écoutez, il faut répliquer, on ne se laissera pas faire comme ça. Est-ce que par rapport à, par exemple, juste pour prendre deux exemples, la Chine et l'Union européenne, est-ce que l'Union européenne, alors certains disent, vous voyez, on a vu Mélanie qui ne couvrait pas Trump, qui couvrait Trump, de fleurs du matin au soir, pas très contente, l'Angleterre très prudente, l'Allemagne aussi assez prudente. Est-ce qu'à votre avis, ce sera un peu, oui, on hurle à la mort, mais on va discuter, et disait un économiste américain, bon, vous allez voir, on n'aura même pas besoin d'aller loin, parce qu'ils vont tous commencer à négocier avec Trump et lui demander quelques ristournes. Mais vous savez, Trump, c'est le meilleur joueur de bonneto que j'ai vu de ma vie. Vous connaissez le bonneto? Et ces gars qui ont des timbales avec un haricot et qui vous lèvent et puis vous dit où est le haricot sur la timbale. Et donc Trump vous dit regardez là, il faut surtout regarder ailleurs, parce que il est en train de vous jouer un coup de bonneto. Et qu'est-ce que c'est le coup de bonneto aujourd'hui? C'est que Trump, il met des exigences extraordinairement fortes. C'est ce qu'il dit dans son livre. Quand vous négociez, vous demandez un truc impossible dès le départ, en ayant l'air très méchant. Et ensuite, le type, il est tellement affolé parce que vous demandez, qu'il dit mais c'est pas possible, il pose des cris. Et donc Trump accepte de baisser un petit peu comme ça. Et il a plus que ce qu'il aurait demandé s'il avait demandé quelque chose de raisonnable, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? C'est the art of the deal, quoi. C'est le art of the deal. Donc il est en train. Vous savez, c'est ce que disait Theodore Roosevelt. La diplomatie, c'est pas difficile. Il faut avoir un très gros bâton et parler doucement à l'oreille des gens. Et donc c'est ce qu'il fait. Il tape très fort et ensuite il dit est-ce que j'ai votre attention? Et ce qui est le plus stupéfiant, c'est que tous ces grands intellectuels, etc., qui me font rigoler, ce qu'il y a de plus extraordinaire, si vous voulez, c'est à quel point ils ne comprennent pas Trump. Ils le prennent pour un crétin.
Cet homme est arrivé, il a un problème massif, le budget, qui est dans 3 domaines. Il a attaqué en premier la Sécu, avec Musk. Tout le monde a poussé des cris en disant c'est horrible, on peut plus être corrompu tranquillement. C'est affreux. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Il est fou, quoi, mais faut lui expliquer. C'est quand même étonnant. Et puis ensuite, il a dit à Munich, là, avec Vance, eh bien, vous savez, vous allez vous défendre tout seul, parce que nous, on n'en a rien à foutre, c'est plus notre problème. Cri d'orfraie. Et maintenant, il dit, tous ces gens qui payaient pas d'impôts, qui devraient en payer, ils vont les payer par l'intermédiaire des droits de douane, c'est eux qui vont les absorber. Et ces gars-là m'expliquent que Trump est un crétin. Ouais. Moi, ce qui me sidère, c'est la capacité de la classe française économique. Nous, on a les mêmes 3 problèmes en France. Hein. On va en parler tout de suite, Charles Gave. Restez avec nous, évidemment. C'est passionnant. On va en parler tout de suite après cette petite pause et on se retrouve dans 2 à 3 minutes. Et puis ensuite, on parlera de Marine Le Pen et du jugement. André Berkoff. Le tsunami des tarifs douaniers lancé par Donald Trump au monde entier, pratiquement au monde entier, et la réaction, l'analyse de Charles Gave, président de l'Institut des Libertés. Alors Charles Gave, si on regarde là, effectivement, vous avez bien démontré ce qui se passe et le Art of the Deal version Trump appliqué vraiment cette fois-ci planétairement. Au fond, qu'est-ce qui peut se passer ou pas dans les jours ou les semaines qui viennent? C'est-à-dire, on va assister à des négociations, on va voir qui va faire quoi, et à votre avis, ça va s'arrêter là, ou ça peut amener un certain nombre de gens, parce qu'on dise, mais il faut que l'Europe se réunisse, l'Europe se défende, etc., l'Union européenne. Ça va aller vers quoi sans lire le marque de café, mais à votre avis? Eh ben, ça va se passer. On va faire des grandes déclarations. Vous savez, quand Mike Vance a dit, le vice-président américain, quand il a dit qu'on n'allait plus défendre l'Europe, on a fait des grandes réunions, on a dit que c'était insupportable, qu'est-ce que c'est. Et finalement, on a dit qu'on allait faire des défenses européennes, qu'on allait dépenser plus d'argent. Et puis, pour l'instant, c'est un peu comme le renouveau nucléaire français qui devait être fait. Les Européens sont un peu les grands spécialistes des paroles verbales, quoi. Je cause, j'exprime mon indignation. C'est la dernière fois, on met une petite fleur blanche s'il y a eu un attentat, et puis on change rien. Donc là, ceux qui comprennent pas, c'est que grosso modo, quand les États-Unis avaient mis des droits de douane en 1929-1930, là, avec Hoover, les États-Unis étaient en surplus extérieur. Ouais. Donc déjà, ils étaient très compétitifs. Ils mettent des droits de douane pour empêcher les autres de vendre, donc ça avait déclenché des réactions terribles. Et deuxièmement, Roosevelt, qui n'était jamais à l'abri d'une erreur, en janvier 1934, dévalue le dollar contre l'or. Donc ça rend les États-Unis encore plus compétitifs. Donc à l'époque, c'était des mesures, les États-Unis qui étaient déjà... C'est un peu comme si, grosso modo, la Chine aujourd'hui dévaluait massivement pour... Sur yuan, ouais. Donc ça, ce serait vraiment très emmerdant. Et aujourd'hui, en 2025. Aujourd'hui, avec un pays qui a un déficit extérieur monstrueux, dont on sait qu'il ne sera plus financé par les étrangers puisque le pétrole n'est plus payable en dollars. Autrefois, si vous voulez, on avait tous besoin de pétrole, de dollars pour acheter du pétrole. Bien sûr, c'est fini ça. Maintenant que c'est plus nécessaire, le déficit budgétaire américain, il va plus être financé par les Chinois ou par les Japonais. Donc ça veut dire simplement que Trump est en train de se préparer à un retour à l'équilibre. Il essaie d'organiser un retour à l'équilibre des comptes extérieurs américains, c'est-à-dire à une hausse du taux d'épargne aux États-Unis, que le profit, qui est une forme d'épargne, ne soit pas fait en Irlande, voilà. Soit fait aux États-Unis, voilà. Et donc, à votre avis, les gens, enfin, je vais dire un truc qui sera peut-être, parce que j'ai peut-être mal compris. Je dis pas que Trump a tort ou raison. Non. Je dis qu'il a analysé le problème. Il a 3 problèmes, qu'il les attaque en même temps, avec une rapidité tout à fait extraordinaire. Ce qui surprend, je sais pas si c'est les bonnes solutions, mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il a, 1, analysé les problèmes, et 2, il propose des solutions. Est-ce que le monde va s'aligner? Est-ce que le monde va s'aligner là-dessus, Charles Gave? Est-ce que, à votre avis, le monde va s'aligner ou pas? Vous savez, c'est toujours pareil. Ce que disait, je crois, c'était Disraeli. Il disait les nations n'ont pas d'amis. Ouais. Donc des intérêts.
Et donc, lui, il défend les intérêts des États-Unis, America First. Et si les autres sont pas d'accord, qu'ils aillent se faire cuire un œuf. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas tenu par je ne sais quelle sentimentalité vis-à-vis de je ne sais qui. Donc, le but de Trump, c'est de remettre les États-Unis dans un état financier. Voilà. Je ne sais pas si les solutions qu'il choisit sont les bonnes, mais en tout cas, je sais qu'au moins, il a analysé le problème et il propose des solutions, ce qui fait une grosse différence avec l'Europe. Ouais, c'est tout le problème, effectivement, et on va suivre ça. Merci Charles Gave. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines, mais en tout cas, voilà, le défi est là, les choses sont sur la table, comme elles seront bientôt sur la table entre Trump et Poutine pour l'Ukraine. Évidemment, on suivra ça, et puis toujours plaisir de vous écouter.